J'ai dit à ma fille, je suis tellement excité pour ta remise de diplôme. J'ai hâte de vivre ce moment de fierté paternelle avec toi. Elle a ri et a dit, c'était il y a 2 semaines. Puis elle a ajouté, je ne voulais pas que tu sois là. J'ai eu quelqu'un d'autre pour te représenter. Mon cœur s'est brisé. Je n'ai pas réagi, mais ce qui s'est passé ensuite a été tout à fait inattendu. J'ai toujours imaginé que ce moment serait comme un rayon de soleil. Pas le genre qui réchauffe juste ta peau, mais le genre qui se glisse à travers les stores tôt le matin et fait tout briller d'or. Je m'imaginais debout là, la regardant traverser cette scène, ma poitrine gonflée d'une fierté si grande qu'elle me faisait mal. J'avais répété comment je l'applaudirais juste assez fort pour qu'elle m'entende dans la foule. Peut-être même que j'appellerais son nom. C'est ma fille, aurais-je dit. Je voulais la voir me sourire juste une fois. Comme elle me regardait autrefois. Pendant toutes ces années, je suis resté en arrière-plan jouant le rôle de pourvoyeur, de protecteur, la constante silencieuse. Je n'avais pas besoin d'éloges. Je n'ai jamais demandé de gratitude. Mais j'espérais, Dieu sait combien j'espérais, ce seul moment de fierté paternelle pour réparer quelque chose en moi. Ce moment était le mien. Ou du moins c'est ce que je pensais. C'est arrivé un jeudi quelconque. Après avoir quitté le travail tôt, je me suis arrêté à une boulangerie pour acheter un gâteau qui disait « Félicitations » avec un glaçage argenté et bleu. J'avais prévu un petit dîner. Rien d'extravagant, juste son poulet rôti préféré. Des patates douces en purée, le genre de nourriture qui donne à un endroit l'impression d'être chez soi. J'avais aussi une carte. À l'intérieur, j'avais écrit à quel point j'étais fier, comment je l'avais vu grandir d'une petite fille calme à une jeune femme déterminée et brillante. Je voulais qu'elle sache que même quand je ne disais pas grand-chose, je la voyais. Je me souvenais de la nuit où elle avait pleuré à cause de son premier examen raté et comment j'étais resté éveillé avec elle jusqu'à minuit, l'aidant à réapprendre le matériel. Je me souvenais d'avoir travaillé 2 emplois pour payer ses cours avancés qu'elle voulait. Je ne me suis jamais plaint. C'est ce que font les pères. Ou du moins c'est ce que je pensais. Alors, je l'ai appelée, débordant de joie. Chérie, ai-je dit, souriant comme un idiot. Je suis tellement excité pour ta remise de diplôme. J'ai hâte de vivre ce moment de fierté paternelle avec toi. J'imaginais déjà les photos, moi dans ma meilleure chemise, elle dans sa toge, nous deux rayonnants. Elle a ri. Ce n'était pas un rire cruel, juste un rire insouciant, distant. Comme si elle ne saisissait même pas le poids de ce que j'avais dit. Oh, c'était il y a 2 semaines, a-t-elle dit, comme si elle me donnait les prévisions météorologiques. Mon cœur a flanché. Quoi? Oui, a-t-elle dit d'un ton neutre. C'est déjà arrivé. Il y a eu un long silence. Ma main reposait toujours sur la boîte à gâteaux. Les mots ne sortaient pas. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ai-je finalement demandé, ma voix plus petite que ce à quoi je m'attendais. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Elle n'a même pas hésité. Parce que je ne voulais pas que tu sois là. Le sol ne s'est pas ouvert sous moi. Cela aurait été plus facile, n'est-ce pas? C'était plutôt comme si j'étais lentement vidé. Une fuite dans ma poitrine qui continuait à saigner émotion, incrédulité, mémoire, tout. J'étais dans ma cuisine à côté d'un gâteau. Personne ne mangerait, écoutant ma fille m'effacer négligemment d'un des jours les plus importants de sa vie. J'avais quelqu'un d'autre là, a-t-elle ajouté. Quelqu'un que je voulais vraiment pour me représenter. Ma bouche s'est asséchée. Je voulais demander qui, mais au fond de moi, je savais déjà. Le petit ami de sa mère. L'homme qui est apparu il y a 5 ans et a commencé à jouer les héros avec de l'argent, du charme et des promesses vides. L'homme qui n'a pas essuyé ses larmes à 2 heures du matin. L'homme qui n'a pas assisté au récital d'hiver ni couvert les repas scolaires quand sa mère oubliait. Je n'ai rien dit. Je ne sais pas si c'était le choc, la fierté, ou un mélange brisé des deux, mais je n'ai rien dit. J'ai juste mis fin à l'appel. Cette nuit-là, je n'ai pas mangé le poulet. Je n'ai pas allumé les bougies. Je n'ai pas ouvert la carte. J'ai juste regardé l'assiette vide que j'avais dressée pour elle par habitude et je me suis répété encore et encore, ne pleure pas. Elle ne mérite pas tes larmes. Mais il ne s'agissait pas du jour. Il ne s'agissait pas de la cérémonie de remise des diplômes. Il s'agissait de tout ce qu'elle symbolisait. Tout le travail invisible que j'avais déversé dans sa vie, disparu, remplacé, comme si j'étais un fantôme dans ma propre maison.
2 jours se sont écoulés. Elle est entrée par la porte comme elle le faisait toujours, fredonnant, écouteurs aux oreilles, sans le moindre souci. Je me tenais près des escaliers, la regardant. Je voulais qu'elle dise quelque chose, qu'elle s'excuse, qu'elle explique, qu'elle mente si elle le fallait, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a à peine fait un signe de tête. C'est alors que je l'ai dit. Va rester avec le père que tu reconnais. Elle s'est figée, retirant ses écouteurs. Quoi? Tu m'as bien entendu, ai-je dit, ma voix basse mais ferme. Va rester avec l'homme que tu as laissé prendre ma place. Elle a ricané. Je ne pars pas. Je l'ai regardée, réalisant à quel point j'avais laissé passer les choses au fil des ans. Les nuits tardives, les réparties, les commentaires subtils quand elle me comparait à lui. Je paie les factures ici, ai-je dit. Tu manges la nourriture que j'achète. Tu dors sous le toit que j'entretiens. Et pourtant tu me coupes et tu reviens comme si rien ne s'était passé. Elle a croisé les bras. Tu es dramatique. Non, j'étais irrespectueux. Alors, j'ai fait ce que je n'aurais jamais cru faire. J'ai appelé la sécurité, quelques gars en qui j'avais confiance. Je leur ai dit calmement, escortez-la dehors. Ne lui faites pas de mal. Ne l'humiliez pas. Faites-la juste sortir. Les cris ont commencé alors. Tu es maléfique, a-t-elle hurlé tandis qu'il la conduisait vers la porte. Tu es cruel. Je suis resté parfaitement immobile. Non pas parce que je ne ressentais rien, mais parce que si je bougeais, je me briserais. Maléfique. Ce mot a plané dans l'air longtemps après son départ. J'ai ri amèrement. Maléfique, ai-je dit à voix haute. C'est drôle que tu parles de maléfique après ce que tu as fait. Elle est partie avec un sac et le feu dans les yeux. Mais j'en avais marre d'être brûlé pour quelqu'un qui refusait de voir les cicatrices. Et c'est ça, le fait d'être invisible. Le jour où tu agis enfin, ils appellent ça de la cruauté, mais ils ne demandent jamais combien d'années tu as passé à avaler le silence juste pour maintenir la paix. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. J'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond, écoutant les vieilles canalisations gémir et le silence bourdonner comme une douleur sourde dans mes oreilles. C'était le genre de calme qui remplit ton esprit de toutes les possibilités douloureuses. Restait-elle chez lui maintenant? Riait-elle? Ressentait-elle une quelconque culpabilité? Et la partie qui faisait le plus mal était que je connaissais déjà les réponses. Non, elle ne pleurait pas. Non, elle n'était pas perdue ou tiraillée. Elle avait fait son choix et je n'en faisais pas partie. Cet homme, qui qu'il pensait être, se tenait sur la scène que j'avais gagnée, portait un costume que j'aurais dû porter, était assis là où j'aurais dû être. Je n'arrêtais pas de l'imaginer. Lui souriant avec une fierté qu'il ne possédait pas. Elle l'appelant papa devant des étrangers. Son sourire destiné à moi dirigé vers quelqu'un qui est arrivé à mi-chemin du film et s'attendait quand même à une ovation. J'avais été remplacé complètement, publiquement et délibérément. Tu sais ce qui est pire que d'être ignoré? Être effacé. J'ai repassé en boucle toutes les fois où je m'étais battu pour elle. Les nuits où je suis resté tard au travail juste pour couvrir ses frais de scolarité. Ou la fois où j'ai manqué les funérailles de ma propre mère parce que Maya avait une pneumonie et que je ne voulais pas qu'elle soit seule à l'hôpital. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Non pas parce que je voulais un merci, mais parce que je croyais qu'un jour elle regarderait en arrière et comprendrait la profondeur de ce que j'avais donné. Que les sacrifices silencieux me reviendraient un jour sous forme de fierté. Mais apparemment, tout cela ne valait rien à côté de quelques années de gestes tape à accent grave-l'œil et de déclarations bruyantes d'un homme qui savait jouer au héros. Il avait le timing. J'avais l'histoire. Et pourtant, à ses yeux, le timing l'a emporté. Je me souviens quand elle avait 16 ans et qu'elle était rentrée en pleurant parce que le petit ami de sa mère, ce même homme, avait oublié de venir la chercher et l'avait laissée bloquée sous la pluie. Elle m'avait appelé en larmes, trempée et furieuse. J'avais quitté une réunion et traversé la ville pour aller la chercher. Je n'avais pas dit un mot de plainte, je lui avais juste tendu une serviette et l'avais emmenée prendre un chocolat chaud. Cette même nuit, elle s'était blottie sur mon canapé et avait dit, « Tu es le seul sur qui je peux compter. » J'avais chéri ce souvenir comme quelque chose de sacré. Mais maintenant je me demandais si elle s'en souvenait même ou si ces mots n'étaient qu'une confession éphémère destinée au moment, non destinée à durer. Mon ami Marcus est venu le lendemain. Nous nous connaissons depuis l'université et il a tout vu. Mon divorce, les batailles pour la garde,
la fois où j'ai vendu ma voiture juste pour faire le paiement hypothécaire cette année difficile. Il est entré, m'a jeté un coup d'œil et a dit, tu as l'air mal en point. Je lui ai versé un verre et je lui ai tout raconté. L'appel, la remise des diplômes, le fait de la mettre à la porte. Chaque mot comme une pierre dans ma gorge. Il n'a pas interrompu, il a juste écouté. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière et a dit, tu as fait ce que tu avais à faire, mec. Parfois l'amour ne suffit pas. Parfois, tu dois te protéger, même de ton propre sang. J'ai hoché la tête, mais cela ne ressemblait pas à un accord. Cela ressemblait à de la survie. Je ne voulais pas être le genre de père qui abandonne. Je ne voulais pas être l'homme qui tourne le dos. Mais quel choix avais-je quand elle avait déjà tourné le sien? Marcus m'a dit quelque chose qui est resté. Les gens oublient les bâtisseurs, a-t-il dit. Ils ne se souviennent que de celui qui coupe le ruban. Et c'est ce que j'étais, le bâtisseur. Celui qui a posé la fondation brique par brique pendant que quelqu'un d'autre arrivait avec des ciseaux et des applaudissements. Le plus difficile n'a pas été les cris ou la porte qui claquait ou même le regard qu'elle m'a lancé alors qu'elle était escortée dehors. C'était le silence après, la façon dont la maison résonnait de son absence. Sa chambre sentait encore légèrement la lotion à la vanille qu'elle aimait. Sa brosse à dents était toujours dans la salle de bain. Une paire de ses baskets était posée près de la porte arrière comme si elle pouvait revenir à tout moment. Mais je savais qu'elle ne le ferait pas. Pas bientôt, peut-être jamais. Parce que dans son esprit, elle n'avait rien fait de mal. Elle l'a choisi. Et peut-être que dans sa version de l'histoire, j'étais juste de trop. Mais voici ce qu'elle ne sait pas, être en arrière-plan ne signifie pas que tu n'as pas d'importance. C'est moi qui tenais l'appareil photo à chaque pièce de théâtre scolaire. C'est moi qui ai sauté le dîner pour qu'elle puisse avoir un deuxième service. C'est moi qui ai gardé les lumières allumées, qui était là, qui suis resté. Et si ce n'est pas la paternité, alors je ne sais pas ce que c'est. Il a peut-être eu la cérémonie, mais j'avais les années. Et si elle ne pouvait pas le voir, alors peut-être qu'elle ne le verrait jamais. Cette nuit-là, je me suis assis et j'ai ouvert un vieil album photo. Page après page d'anniversaires, de vacances, de moments calmes. Moi la tenant bébé, elle dormant sur ma poitrine. Une note qu'elle a écrite en deuxième année, mon papa est mon héros. Je l'ai fixée jusqu'à ce que les mots se brouillent. Je n'étais plus en colère. J'étais en deuil, pleurant la mort d'une illusion. L'idée que l'amour seul suffisait à garder quelqu'un loyal. La conviction que la présence garantissait la reconnaissance. Ce n'est pas le cas. Parfois, peu importe ce que tu donnes, les gens choisiront toujours la personne qui arrive en dernier mais fait le plus de bruit. Le lendemain matin, j'ai emballé ses affaires. Non pas avec rage, mais avec acceptation. Une sorte de funérailles émotionnelles. Chaque chemise pliée, chaque bijou, chaque cahier usé. J'ai tout rangé soigneusement. Je n'ai rien jeté. J'ai juste laissé aller parce que je ne pouvais plus porter le poids d'être invisible. Je ne pouvais plus aimer quelqu'un qui ne se souvenait de moi que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Je ne pouvais plus vivre dans une maison qui me rappelait constamment une loyauté que j'avais confondue avec de l'amour. Et quand j'ai posé cette dernière boîte près de la porte, j'ai murmuré au silence, elle m'a remplacé, mais je ne vais plus me remplacer moi-même. Il lui a fallu 3 jours pour revenir. Je n'étais pas sûr qu'elle le ferait. La maison était calme, trop calme. Le genre de silence qui vous pénètre et fait grincer les planchers comme le tonnerre quand vous marchez. J'ai passé ces jours à essayer de ne pas rejouer la scène encore et encore dans ma tête, mais elle tournait en boucle quand même. Elle debout là, les bras croisés, le visage impénétrable, sa voix quand elle a dit qu'elle ne partirait pas. La façon dont elle m'a traité de maléfique, comme si elle avait la moindre idée de tout ce que j'avais ravalé juste pour maintenir la paix pendant toutes ces années. Mais plus que ça, ce qui faisait mal, c'était le vide dans ma poitrine. La réalisation que je ne me disputais pas seulement avec ma fille. Je me battais pour ma place dans sa vie, et je l'avais déjà perdue. Elle est revenue un dimanche après-midi tard, juste au moment où le soleil commençait à plonger derrière les arbres. J'étais dans la cuisine à rincer la cafetière quand j'ai entendu les clés teinter dans la serrure. Je ne l'avais pas changé. Une partie de moi le voulait. J'y ai pensé plus d'une fois, mais je me suis retenu. Non pas parce que j'étais plein d'espoir, mais parce que je savais que je devais lui faire face à nouveau. La conversation n'était pas terminée. Elle avait juste été reportée. Elle est entrée avec la même énergie défiante,
son sac à dos jeté sur une épaule, ses yeux balayant la pièce comme si rien ne s'était passé. Elle a laissé tomber son sac sur le canapé, a enlevé ses chaussures et a ouvert le réfrigérateur comme si elle avait tous les droits d'être là. Tu ne vis plus ici, ai-je dit sans me retourner. Elle a refermé la porte du réfrigérateur et s'est appuyée contre le comptoir. Je ne vais pas dormir sur un canapé, a-t-elle dit. Tu en fais trop? Trop? Le mot a atterri comme une gifle. Je me suis tourné lentement pour lui faire face, m'essuyant les mains sur une serviette. Tu m'as effacé de ta remise de diplôme. Tu ne m'as même pas dit que ça allait arriver. Et maintenant tu entres ici comme si ça ne signifiait rien. Elle a haussé les épaules. Je ne pensais pas que c'était si grave. C'était tout, ai-je dit, ma voix plus tranchante maintenant. Elle a levé les yeux au ciel et a croisé les bras. Je n'ai pas menti. Je ne t'ai juste pas dit. C'est exactement la même chose. J'ai claqué plus fort que je n'avais l'intention de le faire. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Tu as fait un choix. Tu le voulais là. Très bien, mais les choix ont des conséquences. Sa lèvre s'est retroussée. Alors c'est ça. Tu me mets à la porte pour un seul événement. Ce n'est pas un seul événement, ai-je dit, ma voix basse et stable maintenant. Ce sont des années à te regarder t'éloigner, des années de manque de respect subtil, des années à être traité comme une obligation au lieu d'un père. C'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle s'est redressée défensivement. Tu penses que tu es si parfait. Tu penses que tu as été un super papa. Tu travailles tout le temps. Tu parles à peine. Tu n'arrives pas avec des fleurs ou ne m'emmènes pas en voyage comme il le fait. Je l'ai interrompu. Tu veux dire l'homme qui est apparu à mi-chemin de ta vie et a acheté ton affection avec quelques moments dignes d'Instagram? Tu penses que la paternité, ce sont des fleurs et des billets d'avion? Qu'en est-il des paiements hypothécaires quand ta mère a perdu son emploi? Qu'en est-il des fois où j'ai conduit 6 heures pour tes compétitions de débat et dormi dans ma voiture parce que je ne pouvais pas me permettre un hôtel? Qu'en est-il des nuits où je suis resté éveillé à apprendre le calcul juste pour pouvoir t'aider avec tes devoirs? Ce n'était pas ta pas accent grave l'œil. Ce n'était pas digne des réseaux sociaux, mais c'était de l'amour, Maya. C'était réel. Elle semblait vouloir parler, mais les mots sont restés coincés. Pour la première fois, son expression a changé. Confusion, peut-être même honte, mais elle a disparu trop vite. Je ne t'ai pas demandé de faire tout ça, a-t-elle marmonné. Et là était le coup de poignard. J'ai ri amèrement, secouant la tête. Non, tu ne l'as pas fait. C'est le but. Je l'ai fait parce que je suis ton père. Je l'ai fait parce que je t'aimais, pas parce que j'attendais quoi que ce soit en retour. Mais cela ne signifie pas que je mérite d'être mis de côté. Elle est allée dans le salon et s'est assise sur le bord du canapé comme si sa seule présence pouvait tout remettre en ordre. Je suis fatigué. Je ne veux pas me battre. Nous ne pouvons pas simplement passer à autre chose, ai-je dit fermement. Elle m'a regardé, surprise par la finalité de ma voix. Tu n'as pas le droit de traiter les gens comme s'ils étaient remplaçables. Tu n'as pas le droit de les échanger quand c'est pratique et de t'attendre à ce qu'ils attendent patiemment que tu décides de revenir. J'ai continué. Je ne suis pas ton plan de secours. Je ne suis pas ton punching ball émotionnel. Et j'en ai marre de faire semblant d'être d'accord d'être toléré au lieu d'être apprécié. Elle a cligné des yeux en silence. J'ai déjà emballé tes affaires. J'ai ajouté, là, près de la porte. Son visage s'est durci à nouveau. Waouh, tu fais vraiment ça. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Et n'ose pas me traiter de maléfique. J'ai été traité de pire pour avoir fait beaucoup moins. Au moins maintenant je suis honnête. Tu veux être avec lui. Sois avec lui. Mais ne t'attends pas à vivre dans une maison où tu traites l'homme qui t'a élevé comme un étranger. Elle s'est levée lentement, a marché vers ses affaires et a saisi les poignées de ses sacs. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle dirait quelque chose de réel, quelque chose du cœur. Des excuses peut-être, ou juste un merci, mais elle n'a rien dit. Elle a ouvert la porte et est sortie, l'air du soir s'engouffrant derrière elle. Avant que la porte ne se referme, elle s'est retournée vers moi une dernière fois. Tu vas le regretter, a-t-elle dit. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas répondu. Je regrette d'avoir laissé ça durer si longtemps. Et puis elle est partie.
Le silence après son départ était plus assourdissant que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Au début, j'ai pensé que ce serait un soulagement. Le calme, l'espace vide, la paix qui revient. Mais au lieu de la paix, j'ai trouvé quelque chose de plus creux. Le genre de vide qui résonne. Je m'attendais toujours à entendre ses pas dans les escaliers, sa musique résonnant à travers les murs, ses clés cliquetant sur la table du hall, mais il n'y avait rien. Juste le bourdonnement du réfrigérateur et le grincement occasionnel de la maison qui s'installe. Son absence n'était pas le silence. Elle était assourdissante. Elle était lourde. Je ne regrettais pas le manque de respect ou la tension, mais je regrettais ce qu'elle était autrefois. Ou peut-être que je regrettais la version d'elle que j'avais construite dans ma tête. La petite fille qui chuchotait « Papa » quand elle avait besoin de réconfort. Celle qui s'endormait sur ma poitrine pendant les orages. Quelque part en chemin, cette version d'elle s'est estompée, et je ne l'ai jamais vue partir jusqu'à ce qu'elle soit déjà partie. Les retombées n'ont pas été explosives. Elles ont commencé lentement. D'abord, ce fut le texto de sa mère, passif-agressif au début. « Waouh, sympa de voir comment tu traites ta fille. » Puis sont venues les accusations plus directes. « Tu es toxique. Tu es contrôlant. Elle avait peur de toi. C'est pourquoi elle ne t'a pas invité. » J'ai regardé le téléphone, incrédule. Peur de moi. Je n'avais jamais élevé la voix contre elle avec colère. Je n'avais jamais levé le petit doigt sur elle. Je m'étais plié en mille pour éviter de la mettre mal à l'aise. Et maintenant, ce récit commençait à se former. Un où j'étais le méchant, un homme qui a simplement tracé une ligne après des années à être considéré comme acquis, maintenant dépeint comme froid et abusif. Le véritable coup est venu quand Maya a posté quelque chose sur les réseaux sociaux. Une légende vague sous une photo d'elle et de lui, le petit ami de sa mère, maintenant apparemment promu au rang de père à plein temps. La légende disait, la seule figure paternelle qui a toujours été là pour moi. Le téléphone a failli me glisser des mains quand je l'ai vu. Les commentaires ont commencé à affluer. Amis et cousins laissant des émojis cœur et des affirmations. Tu mérites le monde. C'est le vrai. Certaines personnes ne savent tout simplement pas être parents. J'avais l'impression de regarder ma propre vie être réécrite en temps réel, comme si quelqu'un avait pris un stylo rouge et avait complètement rayé mon héritage. Je n'ai pas répondu, ni en ligne, ni à sa mère, ni à Maya. Mais à l'intérieur, j'étais en ébullition, furieux, blessé, et tellement fatigué. Fatigué d'essayer de m'expliquer à des gens qui avaient déjà décidé qui j'étais. Fatigué de porter des années de sacrifice comme une médaille, pour ne voir quelqu'un d'autre revendiquer le prix. Je voulais crier. Je voulais dire à chaque personne sur ce poste les années que j'ai passées à faire des heures supplémentaires, les nuits où j'ai pleuré en secret à cause de factures que je ne pouvais pas payer, les matins où je me suis levé malade juste pour m'assurer qu'elle avait de l'argent pour l'essence. Mais je ne l'ai pas fait parce que je savais que rien de tout cela n'aurait d'importance. Ils n'étaient pas intéressés par la vérité. Ils étaient intéressés par une version qui les faisait se sentir bien. Le pire moment est venu plus tard cette semaine-là au barbecue de mon cousin Anony. Les événements familiaux étaient mon échappatoire. Un endroit où je pouvais respirer, manger de bons plats et écouter les rires sans prétention. Mais ce jour-là, j'ai senti des regards sur moi, des conversations chuchotées. Quelques cousins m'ont évité complètement. Ma tante Denise m'a lancé un de ces regards déçus qui en dit plus que n'importe quel mot. Finalement, une de mes jeunes cousines, Tasha, s'est approchée, les bras croisés, son expression raide. « As-tu vraiment mis Maya à la porte ?» a-t-elle demandé platement. J'ai hoché la tête. « Oui, je l'ai fait. Elle n'a que 19 ans. Et elle est aussi une adulte, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Une adulte qui a pris une décision d'adulte. Elle a dit beaucoup de choses, ai-je répondu. Elle a aussi dit qu'elle m'avait laissé de côté pour sa remise de diplôme, qu'elle ne m'avait même pas dit que ça allait arriver. Tasha a hésité. Son visage s'est adouci d'une fraction. Non, elle n'a pas mentionné ça. Bien sûr que non, ai-je répondu. Parce que la vérité ne correspond pas à la version qu'elle veut croire. Tasha a baissé les yeux un instant, puis les a relevés. Quand même, la famille en parle. Les gens pensent que tu as été dur. J'ai hoché la tête lentement. De quoi parle-t-il? J'ai été dur, mais j'en avais aussi fini. Et pour une fois, je me suis choisi moi-même. Cette nuit-là, je me suis assis sur ma véranda,
essayant de reconstituer tout cela. Je voulais trouver le moment exact où tout a changé. La première fois que Maya m'a regardé et a cessé de voir son père. Peut-être que c'était après le divorce. Peut-être que c'était quand elle a commencé à passer les week-ends avec sa mère et est revenue plus calme, différente. Peut-être que c'était graduel, comme l'eau s'infiltrant à travers une fissure jusqu'à ce qu'un jour la structure cède. Je ne savais pas. Je savais juste qu'il y avait un trou béant là où ma fille était autrefois, et elle ne semblait pas du tout me manquer. Marcus est repassé le lendemain. Il n'a pas dit grand-chose au début, il m'a juste tendu un verre et s'est assis à côté de moi comme il le faisait toujours quand les mots étaient de trop. J'ai vu le poste, a-t-il dit finalement. Oui, ai-je marmonné. Elle a réécrit l'histoire. J'ai hoché la tête. Vas-tu la contacter? Non, ai-je répondu. Non, cette fois, elle doit porter le poids de ce qu'elle a fait. Je le porte depuis assez longtemps. Il est resté silencieux pendant un moment, puis a demandé, tu penses qu'elle reviendra un jour? J'ai soupiré. Peut-être, mais si elle revient, ce ne sera pas au même homme. Il n'existe plus. Et je le pensais. Cette semaine-là, j'ai commencé à récupérer ma maison. Pas seulement l'espace physique, mais l'énergie qu'il contient. J'ai rangé les photos qui me faisaient mal. J'ai repeint le couloir où elle avait l'habitude de gribouiller des notes avec des marqueurs. J'ai emballé des souvenirs dans des boîtes et je les ai montés au grenier. Non pas par colère, mais parce que je ne pouvais plus regarder un passé qui ne correspondait plus au présent. J'avais besoin de nouveaux souvenirs, d'une nouvelle paix, d'un nouveau rythme qui n'impliquait pas d'attendre quelqu'un qui m'avait quitté émotionnellement bien avant qu'elle ne franchisse la porte. C'était la rupture. Pas le feu et les explosions, mais un lent délitement, un deuil silencieux, la mort d'une illusion. Mais sous toute cette tristesse, quelque chose d'autre commençait à prendre racine. La liberté. Il y a une étrange clarté qui vient après la tempête. Ce n'est pas tout à fait la paix, mais c'est un espace où tout se tasse. Le bruit s'estompe. La rage perd de sa chaleur, et ce qui reste n'est que la vérité brute et non filtrée. J'avais passé des semaines à me déplacer dans la maison comme un fantôme, touchant des choses qu'elle avait touchées, m'arrêtant dans les embrasures de portes, me préparant à des échos qui ne venaient jamais. Le couloir devant sa chambre était devenu l'endroit le plus calme de la maison, comme une section d'un musée interdite au public. Je n'y suis pas allé au début. Je n'étais pas prêt. Mais quelque chose m'a poussé là un dimanche matin, et je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, la main sur la poignée, mon cœur battant comme si j'étais sur le point d'affronter un fantôme. Quand j'ai ouvert la porte, l'air sentait légèrement la lavande et la jeunesse. Il y avait des affiches toujours au mur, une coiffeuse encombrée de vieilles bouteilles de parfum, et un lit défait qui donnait l'impression qu'elle venait de sortir pour l'après-midi au lieu d'être partie depuis un mois. Je me suis assis sur le bord du matelas et j'ai regardé autour de moi, essayant de reconstituer ce qu'elle était devenue dans cet espace quand je ne regardais pas. Il y avait des photos, aucune de moi, des journaux intimes avec des serrures, quelques animaux en peluche usés sur les bords, et puis, niché dans le tiroir de sa table de nuit, une enveloppe froissée avec mon nom dessus, écrite de sa main. J'ai hésité. Mes doigts ont plané dessus comme si elle pouvait me brûler. Je ne savais pas si j'avais le droit de l'ouvrir, mais je l'ai fait. À l'intérieur, il y avait une carte d'anniversaire datant de 2 ans. Elle était vierge, non signée, non oubliée, juste vide, comme si elle avait eu l'intention d'écrire quelque chose et n'avait jamais eu le temps de le faire. Ou peut-être qu'elle ne savait pas quoi dire. J'ai fixé cet espace vide pendant longtemps. Il y a quelque chose de cruel dans une carte vierge. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas un compliment. C'est le silence. Un silence que je comprenais maintenant trop bien. Cette nuit-là, j'ai rappelé Marcus. Je lui ai parlé de la carte, de son vide, de tout ce qu'elle disait sans rien dire. Il a écouté comme il le faisait toujours, puis il a dit quelque chose qui s'est logé dans mes côtes. Tu sais, mon vieux, parfois l'autre côté de l'amour n'est pas la haine. C'est l'indifférence. Cela m'a marqué parce que je pense qu'une partie de moi était préparée à la haine, à une explosion, à des textes en colère ou à des disputes. Mais cela n'est jamais venu. Ce que j'ai eu, c'est de la distance, des hauts et des bas, et des cartes vides. Et c'est ce qui a fait le plus mal. Si elle m'avait haï, au moins j'aurais eu assez d'importance pour être haï. Mais au lieu de cela, j'étais facultatif, remplaçable, comme si toutes les années que j'avais passées à être son père pouvaient être mises de côté quand quelqu'un de plus nouveau et plus brillant arrivait.
C'était la partie que l'on ne pouvait pas pardonner. Pas encore. Peut-être jamais. Mais au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à faire de la place pour autre chose. Non pas le pardon, non pas la réconciliation, mais la compréhension. J'ai commencé à accepter que Maya n'était plus la même petite fille que j'avais élevée. Elle avait grandi et était devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un avec ses propres blessures, ses propres idées de ce qu'est l'amour, de ce que signifie la loyauté. Et même si je voulais blâmer l'homme qui est apparu ou sa mère pour lui avoir nourri de faux récits, j'ai aussi dû faire face à une vérité inconfortable, je n'avais pas été parfait non plus. Je l'aimais de la seule façon que je connaissais, tranquillement, constamment, sans spectacle. Mais peut-être qu'en faisant cela, je lui ai rendu trop facile d'oublier que j'étais même là. Un après-midi, je me suis retrouvé à passer en voiture devant le lycée qu'elle fréquentait. Il était vide maintenant, le soleil se couchant derrière le bâtiment et projetant de longues ombres sur le terrain de football. Je me suis garé un instant, regardant les gradins où j'avais l'habitude de m'asseoir pendant ces matchs. Je me suis souvenu d'un après-midi pluvieux quand elle était en seconde. Elle a raté le tir gagnant et a pleuré dans la voiture tout le long du chemin du retour. Je n'ai pas dit grand-chose, je l'ai juste laissé pleurer, je lui ai tendu une serviette et je l'ai emmené prendre une glace. À l'époque, cela semblait suffisant. Peut-être que ça l'était encore, mais je me demandais si elle s'en souvenait, ou si ses souvenirs avaient été remplacés par des voyages à la plage et des cadeaux de marque de l'homme qui a souri à ses côtés sur cette photo de remise de diplôme. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'elle. Juste une ligne. Puis-je venir chercher des affaires? Pas d'excuses, pas de conversation, juste de la logistique. Je l'ai fixé longtemps avant de répondre. Tes affaires sont dans le garage. Je ne serai pas à la maison. La porte sera déverrouillée. Je ne voulais pas la voir. Pas encore. Je ne me faisais pas confiance pour ne pas dire des choses que je regretterais ou pire encore, des choses que je ne pensais pas vraiment. Alors, je me suis assuré d'être parti. Quand je suis rentré ce soir-là, les boîtes avaient disparu. Et la seule trace qu'elle avait été là était une photo qu'elle avait laissée sur la table du couloir. C'était nous. Elle avait environ 8 ans, assise sur mes épaules dans un parc. Je riais. Elle tenait un cornet de glace et regardait droit l'appareil photo comme si j'étais son monde entier. Je l'ai ramassé et j'ai ressenti cette piqûre familière derrière mes yeux. Cette version d'elle a existé une fois. Cette version de nous a existé une fois. Et peut-être, juste peut-être, elle a laissé la photo comme un signe silencieux de cela. Je ne lui ai pas répondu par SMS. Je ne lui ai pas demandé pourquoi elle l'avait laissée. Je ne voulais pas continuer à chasser des fantômes, mais j'ai gardé la photo. Je l'ai encadrée et je l'ai mise sur ma table de chevet, non pas comme un symbole de ce que nous avions encore, mais de ce que j'avais donné. Un rappel que j'avais aimé profondément et inconditionnellement, que j'avais été là, et que peu importe comment cela se terminait, j'étais toujours fier du père que j'étais. Parce que l'amour n'est pas toujours rendu. Parfois, il est juste donné. Et même s'il est rejeté, même s'il est remplacé, cet amour compte toujours. Il compte toujours. Et je me devais de m'en souvenir. Je pensais autrefois qu'être père signifiait être toujours disponible, se présenter, dire oui, faire de la place même quand il n'y avait plus de place pour soi-même. Je pensais qu'aimer signifiait rester, peu importe à quel point on devenait invisible dans le processus. Je pensais que je devais gagner ma place dans la vie de ma fille chaque jour, même après lui avoir déjà donné des années de mon temps, de mon argent, de mon énergie et de mon cœur. Mais quelque part en chemin, j'ai appris quelque chose de beaucoup plus difficile et de beaucoup plus honnête. Parfois, être parent signifie savoir quand partir. Non pas parce que vous ne les aimez pas, mais parce que vous vous aimez enfin assez pour arrêter de saigner pour quelqu'un qui ne reconnaîtra même pas que vous êtes blessé. Cela fait presque 2 mois que je n'ai pas vu Maya pour la dernière fois. La photo qu'elle a laissée est toujours sur ma table de chevet, et chaque matin quand je me réveille et la regarde, je ressens quelque chose de différent. Au début, c'était de la tristesse, puis de la colère, puis une sorte de fierté tranquille. Je me souviens encore de ce jour sur la photo. Comment elle a couru vers moi avec des mains collantes et des cheveux en bataille. Comment je l'ai soulevée sur mes épaules comme si elle ne pesait rien du tout. Je me souviens avoir pensé, c'est ça être papa. La joie pure, le privilège. Et maintenant, même après tout ça, je ne regrette pas une seule seconde. Je ne regrette pas les nuits sans sommeil, les occasions manquées, les sacrifices que j'ai faits et que personne ne m'a demandé parce que je sais ce que j'ai donné.
Je sais ce que j'ai construit et j'en ai marre de faire semblant que l'amour n'avait pas d'importance juste parce que quelqu'un d'autre a eu le mérite de la scène finale. J'ai encore des questions. Quelques collègues qui ont vu le post sur les réseaux sociaux m'ont pris à part avec des yeux compatissants. « Tu vas bien ?» demandait-il, évitant le sujet comme s'il s'agissait d'un enterrement. J'hochais la tête et je disais, je vais bien parce que je le suis. Pas le genre de bien qui signifie que je fais semblant, mais le genre qui signifie que j'ai fait la paix avec le pire de tout cela. Même Marcus a remarqué le changement. Il est venu le week-end dernier, est entré dans la maison et a regardé autour de lui comme si c'était un nouvel endroit. C'est plus calme, a-t-il dit, et j'ai hoché la tête. Oui, plus propre aussi, nous avons ri tous les deux. Mais je savais ce qu'il voulait dire. Non seulement la poussière ou le manque de désordre adolescent, mais le désordre émotionnel, le ressentiment, l'attente. Tout avait été balayé. Je ne pense pas que Maya comprenne ce qu'elle a vraiment perdu. Pas encore. Peut-être qu'elle ne le fera jamais. Mais le jour où elle s'est tenue sur cette scène et a laissé un autre homme prendre ma place, elle ne réécrivait pas seulement un moment. Elle fermait une porte. Et les portes ne s'ouvrent pas toujours juste parce que vous avez manqué la pièce. Elle pensait que je serais toujours là quand ce serait pratique. Elle pensait qu'elle pourrait revenir quand elle n'aurait plus d'excuses. Mais ce sur quoi elle ne comptait pas, c'était que je me choisirais enfin. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je n'ai pas claqué la porte par dépit. Je n'ai pas crié, ni cassé des choses, ni cherché à me venger. Je me suis juste éloigné. Et parfois, c'est la chose la plus bruyante que vous puissiez faire. J'ai reçu un message vocal d'elle un soir. Je n'ai pas répondu à l'appel. J'ai vu son nom sur l'écran et je l'ai laissé aller à la messagerie vocale avant même de pouvoir y penser. Sa voix était douce, incertaine, mais il y avait quelque chose dedans qui me semblait étrange. Elle a dit, « Salut, je voulais juste dire que j'ai récupéré toutes mes affaires. Merci de ne pas les avoir jetées. Je sais que les choses sont en désordre, peut-être trop en désordre, mais je ne sais pas. Je voulais juste dire que j'espère que tu vas bien. » Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste une tentative timide de garder une ligne ouverte. Je n'ai pas rappelé. Non pas parce que je suis en colère, mais parce que je ne suis plus dans le commerce de courir après des gens qui me traitent comme une option. J'ai écouté ce message une fois et ensuite je l'ai supprimé. Non par cruauté, mais parce que je refuse de porter le poids des ponts à moitié construits. Si elle veut reconstruire, elle devra commencer à poser les briques elle-même. J'en ai marre de faire tout le travail juste pour être remplacé à la ligne d'arrivée. Il y a une sorte de paix qui vient avec les limites. Les gens parlent de pardon comme si cela se terminait toujours par une réunion. Mais parfois, le pardon, c'est juste lâcher prise des attentes. Je n'attends plus de Maya qu'elle comprenne ce qu'elle a perdu. Je n'attends plus d'elle qu'elle le regrette ou qu'elle le répare ou qu'elle reconnaisse la profondeur de la blessure. J'ai cessé d'avoir besoin d'une clôture de sa part parce que je l'ai trouvée en moi-même. Chaque nuit, je rentre chez moi dans une maison calme que je n'associe plus à la trahison. Chaque matin, je me réveille en sachant que je ne suis plus invisible dans ma propre vie. C'est la paix que je me suis donnée. Un ami m'a demandé récemment, la reprendrais-tu si elle s'excusait ? Et je lui ai dit la vérité. Il ne s'agit pas de la reprendre. Ce n'est pas une punition. C'est une limite. Et si jamais elle revient, ce ne sera pas au même homme qui a toléré son silence et son manque de respect. Cette version de moi a disparu. Ce qu'elle trouvera maintenant, c'est un homme qui connaît sa valeur, et cela n'est plus négociable. Et c'est la vérité. Je ne la hais pas. Je l'aime. Je l'aimerai toujours. Mais aimer ne signifie pas accepter la douleur comme prix de la connexion. Cela ne signifie pas remettre les clés à quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il ne valorisait pas la porte. Parfois, la chose la plus honnête que vous puissiez faire pour quelqu'un que vous aimez est de le laisser ressentir tout le poids de ce qu'il a perdu. Non pas pour lui donner une leçon, mais pour vous rappeler que votre valeur ne vient pas de sa reconnaissance. Elle vient de qui vous avez toujours été. Même quand personne ne regardait. J'ai maintenu ma décision, non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était nécessaire. Je l'ai maintenue parce que je mérite d'être plus qu'un simple remplaçant dans la bande-annonce de quelqu'un d'autre. Je l'ai maintenue parce que l'amour sans respect n'est que du travail émotionnel. Et je l'ai maintenue parce que je me suis enfin vu clairement. Défauts, échecs, sacrifices, et tout. Et je savais que je méritais mieux qu'une place au premier rang de ma propre effacement.
Et peut-être qu'un jour elle comprendra cela. Peut-être pas. Mais de toute façon, je vais bien. Si jamais vous vous êtes senti remplacé, manqué de respect ou invisible dans la famille même que vous avez construite, écoutez ceci. Vous n'êtes pas seul, et vous n'avez pas tort de tracer la ligne. Parfois, l'acte d'amour le plus puissant est de s'éloigner pour le protéger.